Ok, cool. Eh ben, let's go. Dans l'épisode du jour, j'accueille Félix Nakache. Alors, attends, ça se prononce comme ça ton nom ou pas? Nakash, ouais. Nakache, ok, super, je recommence. Dans l'épisode du jour, j'accueille Félix Nakache, qui est le cofondateur de Bedboat, qui nous propose un super concept pour dormir sur un bateau. En 2 ans, c'est une flotte de plus de 60 bateaux, à 50 ports, parmi lesquels on retrouve Gruissan, Cannes, La Rochelle, Sète, donc que des destinations qui font rêver. On a un volume d'affaires de 450 000 euros générés et près de 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est un beau développement. En tout cas, Félix, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Bienvenue. Bah, merci. Je me permets juste de te corriger rapidement parce que ça va vite en fait dans le monde des startups. Là aujourd'hui, on est du coup rapidement après à 150 bateaux et à date aujourd'hui en 2024 à 700 000 euros de volume d'affaires. Waouh. Eh ben, c'est encore mieux que Voilà. ce que j'avais découvert en faisant quelques recherches, notamment sur ton LinkedIn. Eh ben, ça tombe bien, tu vas nous parler de tout ça. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Du coup, comme tu disais, voilà, moi c'est Félix, un des cofondateurs de BedBoat. Nous, je t'expliquerai peut-être un peu plus tard, mais voilà, nous c'est vraiment né sur les bancs de l'école avec deux amis. Moi, à la base, j'ai grandi en Guadeloupe, en fait. Donc, je suis pas mal de... Et en partie sur un bateau. Donc, je suis pas mal de ce milieu-là. Et nous, Bedboat, c'est parti d'un constat affolant que, bah, à force de se balader sur les ports, parce qu'en fait, dans le sud, dans tous les endroits, en général, c'est l'endroit où tu vas te balader. Et les gens voyaient des ports, et moi, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y a plus d'1 million de bateaux en France. Moi, étant de ce côté-là du nautisme, je sais que l'utilisation moyenne, elle est à 10 jours sur l'année. Je me disais, mais les gens voient des ports, moi je vois des dortoirs géants dans lesquels on pourrait loger des millions de personnes sans rien construire, quoi. Du coup, de cette idée-là, on s'est dit, bah, que faire de ces bateaux? Et l'autre côté, c'était que moi, dès que je ramenais un copain ou quelqu'un sur ces bateaux, bah, il était comme un fou, quoi, de mettre un pied sur un yacht, sur un voilier. C'était vraiment l'expérience, ils étaient comme des fous. Donc on s'est dit, bah, autant profiter du bateau. On ne le fait pas sortir en mer parce qu'en fait, c'est une des grosses craintes des propriétaires. La plupart, ils les louent pas en sortie en mer parce que la sortie en mer, il va y avoir des peurs qui s'abîment, qui heurtent un rocher, par exemple. Mais aussi, dans les bateaux, il y a les heures moteurs. C'est comme les kilomètres d'une voiture. Et c'est ça qui va compter l'usure. Sauf que ça compte énormément dans la décote d'un bateau. Donc, on avait ces proprios qui ne veulent pas louer leur bateau, mais OK, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, bah, plein de gens qui rêveraient de monter sur ces bateaux, qui sont en plus en plein centre. Trop chouette. Eh ben justement, tu as répondu à ma deuxième question qui était justement comment vous est venue l'idée. Euh, tu expliquais que tu faisais dormir des amis à toi sur des bateaux, mais comment tu t'y prenais à la base? Tu étais déjà dans l'univers nautique, tu avais déjà les clés, les portes ouvertes sur certains bateaux. Comment ça se fait tout Ah, ça? en fait, déjà, c'était même pas les faire dormir, juste les faire monter. Parce que Ok. j'avais en effet les clés. Moi, mon père vend des bateaux. Et du coup, tous mes jobs d'été, en fait, ça a été de rénover des bateaux, de faire de l'entretien, de faire des ménages, parce que c'est un monde vraiment particulier. Mm. Un bateau, par exemple, tous les ans, on doit le sortir de l'eau, faire des travaux. Et du coup, moi, j'ai beaucoup bossé dans ce monde-là. Et du coup, en fait, c'était même pas dormir, juste de les faire monter. Je voyais les yeux qui étaient comme des fous. Mais toujours aujourd'hui, hein, dès qu'on a des amis qui viennent nous voir dans le sud, ça passe par une visite des bateaux. Et la nuit sur un bateau, du coup, ça permet de pas forcément avoir besoin d'un grand appart. Honnêtement, c'est exactement ça. On a tout type de bateaux, donc on va avoir des petits trucs et des plus grands trucs, mais c'est exactement ça, quoi. Trop chouette. Euh, Aujourd'hui, tu es cofondateur. Vous êtes combien? Vous êtes associés sur le projet et l'entreprise? On est trois associés. Ok. Et j'ai deux Et amis, donc je ouais. t'expliquerai, mais que j'ai connus à l'école, en fait. Justement, c'était du coup l'une des questions. Comment tu as décidé? Alors, pourquoi tu as décidé de t'associer? Pourquoi ne pas t'être lancé tout seul, finalement, parce que tu étais déjà dans l'univers du nautisme? Et comment vous avez décidé de vous associer? Ah bah déjà, pour la première, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de pas se lancer seul. Comme on sait, c'est compliqué l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes, donc c'est vraiment important d'être plusieurs, tant par la charge de travail que la charge mentale aussi. Il y a des jours où c'est dur, donc c'est sympa d'avoir des amis qui nous soutiennent à ce moment-là. Moi, en fait, du coup, c'est né sur les bancs de l'école. J'ai fait une école de commerce, donc à Toulouse.
Et il y avait un petit cours d'entrepreneuriat, donc j'ai commencé à proposer cette idée que j'avais depuis longtemps, qui est devenue de plus en plus réelle. Et en fait, ça s'est fait naturellement. C'était des amis de l'école qui avaient, pareil, un attrait pour l'entrepreneuriat et du coup, qui m'ont suivi sur le projet. Et du coup, vous avez réparti les tâches au départ? Comment vous êtes organisé? Bah, ça, c'est compliqué au début, surtout quand on vient de la même école. Quand on est un développeur, un commercial, on sait tout de suite qui va faire quoi. Mm. Au début, on se marchait un peu sur les pieds. Et maintenant, à terme, on a vraiment réparti les tâches avec nos appétences à chacun. Le côté entrepreneur, c'est aussi apprendre pas mal de choses. J'ai par exemple Luc qui a en charge toute la partie RH parce qu'il a ce côté humain qui lui plaît. On n'avait jamais appris ça à l'école, quoi. Donc, autodidacte, il a appris de son côté. Fabien est devenu comptable du jour au lendemain, alors que c'était les cours qu'on ne suivait pas du tout en master. Donc, on a chacun appris de notre côté en fonction des appétences qu'on avait. Et toi, du coup, c'est quoi ta partie? Du coup, moi, je suis CEO. Donc, moi, ça va être beaucoup aussi de représenter la boîte en public. Donc, comme on fait aujourd'hui, lors des concours, je vais être sur toutes les parties financières. Donc, en fait, on a gagné pas mal de concours, de subventions qui nous ont permis de continuer. J'ai aussi toute la partie nautisme, où en fait, moi, je peux faire facilement le lien avec les propriétaires parce que j'ai cette compétence qu'ils ont un peu moins. Mais après, voilà, on va pas se mentir, on est encore en start-up. Donc, on fait un peu tous, on s'entremarche sur certaines choses, mais voilà. On a Fabien qui va beaucoup gérer la compta. On est aussi, il est fan de no-code, en fait. Donc, tous les outils un peu no-code, low-code, donc il nous en upload partout. Il va être un peu l'architecte, comme j'aime bien l'appeler. Il nous fait avec l'équipe dev la traduction, on va dire. Nous, on dit ce qu'on veut et lui, il fait le pas. Quand Luc va gérer tout ce qui est RH et aussi de rentrer des nouveaux bateaux. Mais voilà, on se Ok. partage pas mal de choses encore. On parlera de l'équipe un petit peu après. Euh, c'est pas ta première boîte, de ce que j'ai pu voir. J'ai vu le lancement d'un projet qui s'appelait la Casa del Paddle. Ouais, ça c'était. En fait, j'ai pas mal voyagé, donc je revenais juste pendant le début du Covid d'un an en Australie, donc un peu le blues et tout. J'arrive dans le sud et je vois tous les locaux étaient alloués. Parce qu'en fait, avec ce Covid, c'était un peu incertain. Les gens ne savaient pas trop comment ça allait être. Mais moi, je me dis, mais c'est une folie, quoi. S'il y a le Covid, ça veut dire frontières fermées, ça veut dire tout le monde dans le sud de la France. Il y avait vraiment eu un gros problème cette année-là. Par exemple, toutes les plages, les restaurants, ils n'avaient pas recruté. Et là, arrive mi-juin, début juillet, c'est la folie. Du coup, bah, pour toute l'histoire, donc on voit un local face à la mer à Juan-les-Pins, on se dit, bon, bah, il faut s'en servir. Au début, on avait carrément prévu de faire quelque chose qui avait rien à voir, de faire des jus, des smoothies, des pokéballs, des choses comme ça. Et on se rend compte, on commence à avancer un peu sur les chiffrages, et on se rend compte qu'une boutique à 30 mètres à Louvre, elle fait ça. Du coup, on se casse un peu la tête et c'était le tout début des paddles. Donc aujourd'hui, quand tu habites dans le sud, si tu n'as pas un paddle, c'est qu'il y a un problème. Tout le monde a un paddle. Les paddles. Mince, moi, j'ai pas de paddle. Tu n'as pas des amis qu'on non alors qu'ils te le prêtent si besoin. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de paddles et c'était le tout début. Du coup, on s'est dit, ah, bah, c'est trop cool, on va louer ces paddles. Et là, on a l'idée, bah, c'était en même temps le buzz de la Casa des Papel. Donc, on arrive à faire ce petit jeu de mots qui, je pense, nous a bien aidé sur le référencement et le fait que ça ait marché. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes passé alors, vous, c'est tes associés actuels. Non, c'était mon Ok. cousin et moi. En fait, c'était D'accord. plus un plaisir qu'autre chose, un petit job d'été. Plutôt que d'aller jobber, on voulait se faire un peu notre endroit à nous, qu'on a fait à notre image avec nos potes. Et c'était plus un bon délire qu'autre chose, quoi. Chouette. Bah, on sent en tout cas cette fibre entrepreneuriale que tu avais déjà à cette époque-là et que tu as pu renouveler et que tu exploiteras, ça se trouve, encore sur d'autres projets plus tard. Euh, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de la Casa del Paddle, j'ai failli dire del Papel, Ouais, évidemment, bah, c'est pas la bon première. jeu de mots, à Bedboat? Qu'est-ce qui s'est passé? La Casa del Padel, c'était un pop-up store. C'était l'été. Ok. C'était vraiment l'histoire des. Enfin, ici, même Antibes, Jean Lépin, c'est des endroits qui sont vraiment très, très, très saisonniers. Donc, c'était les 2 mois. Et en plus, l'activité de paddle, tu vois, où tu es sur l'eau. Donc, c'était vraiment 2 mois, enfin, je dis 2 mois, plutôt 3, 4 mois, on se focus sur ça. Après, Boat, moi, j'ai toujours eu cette idée en tête, en fait. Ça faisait longtemps. Une autre chose qui m'a déclenché, c'est que mon père, quand il vendait des bateaux, des fois, les gens, ils ne savaient pas où dormir. Et ça lui est arrivé de faire dormir les gens sur les bateaux qu'ils allaient peut-être acheter. Ça leur faisait découvrir le bateau. Donc voilà, j'avais vraiment autour de ça, je me dis, il y a une idée, mais j'étais encore assez jeune et je n'avais pas forcément l'ambition de la développer tout de suite.
Donc, je rentre en école de commerce. Pour rentrer, je devais justement prouver un peu Je devais faire un CV dans 10 ans, en fait, un CV projectif. Et moi, comme tu le vois, j'ai toujours eu un peu cette fibre entrepreneuriale. J'avais jobé à gauche, à droite. J'avais aussi... J'étais allé voir toute ma famille, tous mes amis, mes voisins. J'avais pris leur appartement que j'avais mis sur Airbnb. J'aimais pas mal être un peu dans la débrouille, un peu entrepreneuriale. Du coup, j'ai cette idée que je pitch au début pour rentrer à l'école. Je rentre dans l'école de commerce, super. Je m'inscris forcément dans le cours d'entrepreneuriat. Et où là, il commence à nous dire, bon, on va sélectionner quelques projets pour le faire, ça va être intéressant. Je n'avais pas forcément présenté le mien au début, pour être honnête. Parce qu'au début, ça, c'est quelque chose d'autre pour les entrepreneurs. S'il y en a qui nous écoutent, on a beaucoup envie de cacher notre idée, de se dire, faut pas qu'on en parle, Mm. c'est mon idée et tout, alors qu'en vrai, rien du tout. Selon moi, aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas d'avoir l'idée, mais c'est de la mettre en place. Ouais. Mais C'est chaque ça qui est idée. le plus compliqué, c'est la mise en œuvre, effectivement. Ah Juste oui, l'idée, il y a plein. Quand tu parles en plus d'un projet ou voilà, de ce que tu développes à des personnes, tu en as souvent beaucoup qui disent: Ah, mais moi aussi, j'ai eu cette idée-là. Et effectivement, la différence, c'est le ah passage à oui. l'action. C'est Carrément. ça. Merci de le souligner. Ah non, mais c'est ça qui change tout. Mais moi, je croise pas mal, vu qu'on a été, en fait, ben, on en parlera, mais entrepreneur en même temps qu'être à l'école, on avait beaucoup d'étudiants qui nous questionnaient. Et tout le monde a peur, mais il y a des gens qui venaient me poser des conseils et des questions. Et je leur disais, c'est quoi ton idée? Ah non, je ne veux pas en parler. Et l'idée, c'est rien. Ce qui est important, c'est le passage à l'action. Et surtout, c'est important de confronter son idée autour de nous pour savoir si elle vaut quelque chose aussi. Du coup, Carrément. j'avais pas forcément envie de parler de mon idée. Et puis finalement, un ami me pousse. Il y a eu des. Voilà, donc finalement, je parle de mon idée. Euh, le projet est sélectionné. Fabien, qui est un de mes associés, qui était du coup une connaissance à l'époque, mais pas vraiment un ami, vient sur le projet avec moi. Il y a pas mal de personnes qui viennent sur le projet. Finalement, le projet, ça commence à bien marcher. C'était juste un projet étudiant, mais les cours étaient assez cool et on fait comme si c'est une vraie boîte. Et finalement, dans cette équipe, à la fin, moi, je me dis, bon, bah, j'ai envie de le lancer pour de vrai. Et je garde justement que Fabien dans l'équipe pour qu'on le lance ensemble. Pourquoi tu as gardé que Fabien et pas les autres, du coup? Bah, déjà, il n'y avait pas forcément tout le monde qui avait envie. Ok. Alors que Fabien était même pas à son premier coup d'essai. Il avait déjà essayé de rentrer dans l'incubateur de l'école. Il avait déjà plein d'idées. Il était même plus entrepreneur que moi. Là où moi, j'étais peut-être plus l'entrepreneur dans le concret. J'avais monté des trucs, mais je ne me voyais pas forcément comme un entrepreneur de monter des trucs où lui, c'était plus dans le théorique, dans l'univers startup. Cet univers-là qui l'intéressait. Et Fabien, là, on avait des compétences qui allaient bien ensemble et un super bon fit. Donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Et comment le troisième associé est venu à vous, Luc, du coup? Luc, lui, c'était vraiment du coup un bon ami à nous deux, donc avec qui on a fait pas mal de soirées. Ça commençait un peu à faire parler autour de nous parce qu'il y avait ce projet, donc les amis ils étaient contents, voilà. Et je ne sais plus comment c'est venu, on avait besoin d'aide, lui il nous a fait comprendre à un moment que ça l'intéressait, et je crois que ça a dû se faire à une soirée à 2 heures du matin. Je pense que c'était un peu ça, une première proposition, bah pourquoi pas, un peu bourré, et lui qui vient nous voir peut-être le lendemain ou le surlendemain, tu sais, j'ai pas oublié ce que tu m'as dit, et viens, on essaye de voir. Comme quoi, c'est pas mal d'aller en soirée pour trouver des associés, quoi. Non, mais Mais c'était à peu près ça. euh, comme c'était toute ton idée à la base, est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment donné de t'associer, finalement de partager cette idée? Ça peut être le cas de certains entrepreneurs. Visiblement, ça n'a pas été ton cas et l'association a été plutôt facile à mettre en place, ou je me trompe? Ouais, non, là, c'est aussi parce que je te dis les beaux côtés, facile. Ouais. C'est pas que ça a été, pas peur de l'idée, mais plutôt peur de l'investissement qu'ils mettent. Quand c'est ton bébé au début, tu travailles jour et nuit, t'as pas, voilà, et de me dire est-ce qu'ils vont s'investir autant. Chose qui s'est vue aussi, tu vois, par exemple, dans la répartition du capital, où au début, ils étaient à beaucoup moins et qui a augmenté avec le temps parce que j'ai vu leur investissement. Hmm. Et c'est vrai qu'au début, tu sais pas comment ça va être. Mais nous, Luc, il nous a fait un grand bien et je reviens sur le fait d'avoir des associés. Pour moi, c'est super important. Sauf que déjà, vu que c'était mon idée, j'avais peut-être au début un peu un mauvais caractère où Fabien me rejoint un peu après. Je veux tout contrôler. Et du coup, pour moi, un des problèmes d'être deux, et pourquoi je conseille souvent d'être trois en startup, c'est que deux, c'est mon avis contre le tien. Et vu que c'était un peu mon idée, tu vois, c'était un peu un truc hiérarchique, pas forcément sain, où on était un peu en petite guéguerre de couple, et où des fois, tu penses même pas forcément à l'utilité de la boîte, in fine, mais tu veux prouver que tu avais raison. C'est ton ego, ouais. Hmm. Bah, c'est humain, hein, c'est naturel. Et là, Luc, du coup, qui a été la troisième personne, a été un peu le médiateur au début, parce que nous, on était beaucoup plus avancés que lui.
Et aujourd'hui, on joue tout au vote, en fait. S'il y en a deux qui sont OK, ben, il y en a deux qui sont OK. Et le troisième, il respecte. Ça veut dire qu'il y a deux cerveaux qui ont pensé que c'était bon. Et pour nous, ça a été important, ça. Tu vois, ça nous a permis un peu d'arrêter cette guerre d'ego. Moi, j'en parle là comme ça avec des gros termes, ce n'était pas un vrai problème. Mais je sais que pour nous, ça a été important d'être trois par rapport à ça. Et c'est un problème que je vois souvent où à trois, il y a ce côté-là de majorité qui est cool. Hmm. Intéressant en tout cas sur le fait de pouvoir partager et puis de s'équilibrer dans les prises de décision. Euh, Tu nous as expliqué que tu avais une équipe aussi, Ouais, donc vous avez une équipe. bien sûr. À partir de quand vous avez commencé à développer votre équipe? C'est quoi les profils, les types de postes? Et ouais, voilà, sur Ouais, bien sûr. l'équipe. Nous, c'est allé très vite en plus parce que tu vois, la boîte, elle a 2 ans et demi aujourd'hui. Pendant toute la première année, on était encore en master, Fabien et moi. Donc, ça, c'était en master 1. Donc, on devait finaliser notre master 2. Donc, on arrivait à 9h, on accueillait les alternants et à 10h, on partait en cours. Bah, au début, on a pris vraiment des compétences qu'on n'avait pas du tout. Un développeur, un graphiste, par exemple, pour nous aider sur ces côtés-là. En alternance? Ouais, Ok. on a la chance qu'il y avait pas mal d'aides de l'État. Oui. Il y avait 8 000 € avant, aujourd'hui, il y a 6 000 €. Donc pour nous, on n'avait pas forcément le choix. En fait, avant même cette étape-là, du coup, on a voilà, le projet qui commence à être pas mal, qui commence à être sympa. Et là, on voit qu'en fait, le projet plaît, qu'on commence à demander une première subvention. Donc tu vois, on nous accorde déjà 12 000 € de la région. Après, on candidate à la bourse French Tech Tremplin, qui est un dispositif de la French Tech financé par la BPI. Et là, on nous accorde 42 000 €. Du coup, là, on se dit, ah ouais, ça devient du concret, quoi. On se met vraiment dedans. Moi, je devais faire une césure en stage en école de commerce entre le Master 1 et le Master 2. On fait 2 stages de 6 mois. Je demande une dérogation à l'école pour ne pas faire de stage et créer la boîte. Fabien va quand même faire 6 mois dans une start-up pour nous permettre d'apprendre parce qu'en fait, on est jeune, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, il va quand même faire 6 mois, voir comment ça fonctionne. Et après les 6 autres mois, il est fait avec moi. Après, on revient à l'école et du coup, grâce à tout ça, il commence à y avoir un engouement. On en parlera après, mais on a rapidement vendu, nous. On a essayé de vendre. Et du coup, on commence à prendre rapidement des alternants. Ok. Donc il y a eu un développeur, un graphiste, et vous avez recruté quoi d'autre comme profil? Après, on a pris, je crois que c'était donc ça, c'était 2022. Après, tout début 2023, on prend un autre alternant en business développement. Lui, c'est juste nous ramener du bateau. Et une autre alternante qui était censée faire la même chose et qui, au bout d'un mois ou quelques mois, ça lui plaît pas forcément et qui nous a fait plutôt la relation entre les clients et les propriétaires. Ok, Après, en startup, tu vois, ça bouge vite, hein, tu rentres. c'est ça. C'est intéressant aussi. Puis, comme c'est des profils qui sont jeunes, c'est un peu compliqué au départ, tu encore dans les études, de savoir bah, qu'est-ce que tu vas faire exactement. Et c'est chouette de pouvoir évoluer, C'est ça. surtout dans la même boîte. Je pense Exactement. que les services, on a tendance parfois à avoir un poste qui ne communique pas forcément avec les autres services, ce qui est pas toujours très bon. Je pense marketing, vente, relation avec tes partenaires et puis même tous les services finalement. Donc, intéressant en tout cas. Donc, vous avez une équipe vous êtes combien? Trois associés, quatre personnes. Elles sont encore chez vous ou pas Aujourd'hui, il y en a qui après sont partis, l'alternance? d'autres qui sont venus. Ok, Aujourd'hui, du coup, on est trois associés, Luc, Fabien et moi. À côté, on a deux CDI qui étaient en fait donc Thomas, qui était notre premier développeur du tout début, ok. donc qui était en alternance et qui est venu maintenant en CDI. Et on a Alicia, qui elle était rentrée en stage et qui est maintenant aussi pareil en CDI, qui est vraiment notre employé relations presse, communication, réseaux sociaux, tout ce côté-là. Ouais, hyper important Communication. pour faire connaître. Et justement, donc vous avez eu finalement des aides de la région, également de French Tech. Est-ce que vous avez eu des investisseurs? Est-ce que vous avez eu besoin de chercher des fonds ou pas forcément parce que vous avez développé la com et les ventes? Pour le moment, non. En fait, ça a été un choix aussi de repousser ça parce que c'est un peu la course à ce que tu vas chercher de l'argent, mais tu n'as pas fait tes preuves, du coup, tu te fais bouffer. Mm. C'est un peu ça le, le ratio, tu vois, où nous, on s'est dit, bon, bah, on a réussi à s'autofinancer parce qu'on a eu beaucoup de subventions, on a remporté de nombreux prix aussi. On a candidaté à pas mal de prix, en fait, et du coup, il y en a pas mal qui ont payé. Et du coup, ça fait un 10 000 € par là, un 20 000 € par là, donc c'est toujours pas mal. Ouais, au total, ça a été quoi l'enveloppe à peu près
des prix pour... Si je dois réunir subventions et prix, je pense qu'on est autour des 130 000 euros. Ah ouais, quand même, c'est Sans énorme. compter toutes les aides Ouais. pour les alternants, tout ça. Ok, oui, bon ça c'est en plus parce que finalement c'est des dépenses que vous avez eu à faire, Voilà. mais finalement les aides que vous avez eues vous ont permis, vous, peut-être aussi de vous payer et puis surtout de faire des investissements. Voilà, ça, c'est un autre sujet, après on en parlera. Mais nous, la paye, pour le moment, ça a Ouais, été très, très light, mais c'est un choix qu'on a fait, en fait. On a fait le ouais. choix de tout donner, d'investir, de recruter plutôt que se payer nous. On réussissait à survivre avec peu. On était encore étudiants la première année. Puis après, on a eu un peu du Pôle emploi, tout ça. Mais c'est un choix qu'on a fait de plutôt investir sur recruter plutôt que se payer nous. Du coup, on a eu ces aides-là, comme je te disais. Et on a eu aussi, on a dès le début fait de l'argent, en fait. Et Ok, ça, on peut en parler un peu si tu veux. Moi, c'est quelque chose aussi que je conseille énormément, de ne pas attendre de faire un énorme business plan pendant 8 mois, de créer la plateforme parfaite pendant 8 autres mois et après de se lancer sur le marché. Nous, c'est un peu l'inverse en fait. C'est commencer avec un POC, avec le truc, une V1, une V0.1, mais au moins tester son marché. ouais. C'est ce que je conseille à beaucoup de gens. On peut le faire aujourd'hui, donc soit en faisant par exemple un premier site avec tous les outils no-code, un site vitrine, soit même nous, par exemple, pour te dire le tout début, on a pris quelques bateaux dont j'avais les contacts et on les a mis sur Airbnb, sur le Bon Coin. Là, le but, c'était vraiment de valider. Ok, nous, on est trois fous, l'idée pour nous, elle est géniale d'aller dormir sur un bateau. Mais est-ce que des gens vont vraiment payer pour ça? Mm. Ta famille, elle va te dire que oui, tes amis vont te dire que oui, mais c'est pas le concret. Donc, nous, le concret, ça a été de rapidement mettre sur Airbnb, sur des sites comme ça. Et là, au moins, on faisait des résas. Ce n'était pas via notre site, tu vois. Mais on a fait des résas, on a fait de l'argent. Petit à petit, on s'est diversifié aussi dans le monde du nautisme. Et on en parlera, nous, une grosse partie de notre activité, ça va être aussi aujourd'hui ce qui n'était pas prévu, les sorties en mer, des tournages sur des bateaux, de l'événementiel, toutes les façons de Ok. profiter d'un bateau. C'était pas du tout prévu, mais ça nous a permis de gagner de l'argent en fait. On a vu qu'en quelques mois l'été, avec pas mal de. C'est du B2B souvent, donc c'est des beaux contrats. Et grâce à tout ça, on a pu s'autofinancer jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Ouais, c'est super, super important ce que tu soulignes sur le fait de passer tout de suite à l'action et de tester son idée. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui veulent se lancer. Alors, pour le coup, c'est dans le tourisme. Bon, ça touche, on se rejoint, hein. Et c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui passent un peu trop de temps sur un logo, sur développer des outils. C'est Et exactement. finalement, bah, à la fin, le problème, c'est qu'elles s'épuisent parce qu'elles ont passé beaucoup de temps, elles n'ont pas de résultats et du coup, c'est un petit peu dommage, je trouve, quand même. Ah, mais Euh, c'est exactement ça, hein, passer beaucoup de temps sur un logo et alors qu'en fait, 4 mois après, tu changes de nom. ouais, ouais, c'est sûr. Et puis ça, finalement, tant que tu t'appelles pas Chanel ou voilà, t'es pas une marque ultra connue, en fait, tout le monde s'en fiche et encore, c'est possible. Euh, Quand tu dis que vous avez eu des résultats tout de suite, comment ça s'est finalement développé en termes de chiffre d'affaires? Alors, on viendra après sur la diversification que vous avez fait le choix de faire, parce que c'est une certaine part, j'imagine, de votre chiffre d'affaires. Comment donc vous avez lancé déjà des annonces sur Airbnb, sur Le Bon Coin, sur des sites comme ça. À partir de quand vous avez lancé votre propre site et comment ça s'est développé? Donc, dès le début, on lance les annonces sur Airbnb, sur tout ça. En fait, ça n'a pas été forcément si cyclique que ça. Après, on a commencé à faire un premier site. Bon, au début, tu n'as pas de moyens. Du coup, on a pas mal bossé avec les étudiants d'école, en fait. Tu sais, tu as beaucoup de concours, des profs qui veulent faire faire à leurs étudiants. Donc, on a fait faire à des étudiants notre site, qui était en fait un très beau site vitrine, mais où on ne pouvait pas aller plus loin. Donc pendant longtemps, on est encore resté sur Airbnb ou faire des choses à la main, tout ça. Ça fait peu de temps qu'on a vraiment le site qui est opérationnel. Après, ça, c'est un autre truc que je dis aussi souvent et qui rejoint ce POC, c'est un peu tu sais, la technique américaine de fake it till you make it. On avait le site qui était super beau, qui était un site vitrine. Tu avais l'impression que tu faisais une réservation. En fait, c'était un formulaire, un tally, tu vois, qui est comme un Google Form, que nous, on recevait à la main, qu'on traitait à la main et on remplissait et on rappelait la personne. Mais sur le site, c'était bien intégré. Quand tu appuyais sur réserver, ça t'ouvrait le formulaire. Donc, ça cachait un peu, tu vois. Alors que derrière, on recevait un formulaire auquel on répondait. Et pendant longtemps, ça a été ça. Pendant combien de temps que ça a été On va dire que ça fait que 2024 qu'on a vraiment, fin 2023 à 2024, qu'on a vraiment la plateforme.
et un corps qu'elle soit vraiment, dont on en est très, très, très fier, là, c'est depuis cet été, quoi. Où là, on commence vraiment à avoir les features, ce qu'on voulait, mais en dev, c'est normal, quoi, tout prend du temps. Ah ouais, c'est sûr. Et puis, faut déjà expérimenter, voir ce que les utilisateurs recherchent pour pouvoir... Exactement, pour les besoins. ouais. Est-ce que, du coup, dans les ventes, vous avez recruté un business développeur? Donc, son job, c'était d'aller chercher des nouveaux bateaux. Donc, finalement, recruter des prestataires sur la plateforme, enfin, des partenaires. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire des ventes? Est-ce qu'il y a eu du budget publicitaire? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, des salons, des partenariats? Comment vous y êtes pris? On a essayé pas mal de choses. Et ça, Ouais. c'est un vrai sujet tabou aujourd'hui. C'est notre vrai problème à Bedboat de trouver des clients parce qu'on est sur quelque chose qui est assez compliqué. Bah, tu connais le monde du tourisme, tu vois. En plus, donc on est dans le tourisme. En plus, on est sur du B2C. Donc en face, nos concurrents, c'est qui? Ça va être Airbnb et Booking, qui ont des budgets faramineux. Donc on a essayé de trouver des petites portes dérobées, tu vois. On a fait des partenariats avec des influenceurs. Euh, Aujourd'hui, même un autre problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une évangélisation du marché. Donc, c'est des termes compliqués, mais en gros, personne tape dormir sur un bateau sur Google. Mais quand tu leur mets la puce à l'oreille, ils trouvent ça super. C'est pour ça qu'Airbnb nous a beaucoup aidé aussi. Parce qu'en fait, on met la puce à l'oreille. C'est pas forcément des gens qui venaient pour un bateau, mais qui voilà. Du coup, aujourd'hui, par exemple, sur hébergement insolite Cannes, on s'est mis en SEO pour être premier, mais pas forcément sur bateau. Donc, on est toujours dans cette optique de chercher des petites techniques. Là, vu qu'on a fait une belle saison, on va vraiment se faire une grosse stratégie et mettre des vrais budgets pubs pour l'année prochaine. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas fait énormément. On a fait un peu à gauche, à droite. On reposte encore des bateaux sur Airbnb. On est encore dans cette débrouille. Mais parce qu'on est encore dans un stade assez early de l'aventure. Ouais. Oui, vous testez encore. Et puis finalement, le tourisme, ça se renouvelle quand même assez vite sur les innovations, sur les tendances, sur ce qu'attendent aussi les voyageurs. Donc, je trouve que c'est pas si mal d'avoir cette démarche de tester, d'apprendre, de renouveler. Et c'est ça qui fait que bah, des boîtes persistent et subsistent surtout. Mm. Euh, Venons-en maintenant à votre diversification. Tu nous as expliqué que vous avez pas que la partie B2C, donc avec les particuliers, vous avez aussi des propositions sur de l'événementiel, sur des reportages photo-vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler et puis nous expliquer pourquoi vous avez lancé ça? Donc en fait, la partie un peu plus B2B, dans tous les cas, non, on la considère quand même dans le hacké, parce que c'est des bateaux qui restent hackés, mais c'est toujours dans cette optique, profiter d'un bateau sans forcément aller en mer, en fait. Et ça va encore dans Bedboat, tu vois. On a des gens qui sont venus faire des tournages. Par exemple, il y a beaucoup de salons à Cannes. On a pas mal de gens qui nous réservent des bateaux. Ils vont même pas forcément dormir sur le bateau, mais c'est sympa pour recevoir des clients, signer des contrats. Ce côté un peu insolite, prestige, donc voilà, ça c'est tout ce qui va être tournage, tout ça. Et après, à côté, on a une activité qui était de sortie en mer, qui n'était pas prévue parce qu'il y a des gros acteurs qui existent déjà sur ça. Mm. Mais les propriétaires, c'est aussi ça. Vu qu'on avait peu de propriétaires au début, on a eu un très bon feeling avec eux. C'est devenu comme des amis. Et c'est des gens qui nous ont dit de base, je ne voulais pas faire de sortie en mer, comme je te le disais au début, ce qui est notre cible, les gens qui ne veulent pas faire de sortie. Mais j'ai tellement un bon feeling avec vous que je vous fais confiance. Donc, on a pris quelques bateaux, peu. Là, c'est vraiment localisé. Tu vois, Bedboat, je te disais 150 bateaux à l'échelle de la France, on est partout. Là, les sorties en mer, on est vraiment que sur Antibes et Cannes. C'est plus version agence que startup. C'est pas forcément quelque chose qu'on met énormément en avant. Mais on s'est rendu compte qu'en quelques mois d'été, c'est pas les mêmes moyens, en fait. Du coup, ça nous permettait de rapporter pas mal d'argent et de faire survivre la boîte. Tu vois, et ça, c'est un des autres avantages de Bedboat. Bedboat, ça coûte en moyenne 10 fois moins cher de dormir sur un bateau que la sortie. Donc, les bateaux qu'on va proposer à 200-300 € la nuit, ils sont à 3 000 € la journée, donc en mer, tu vois. Donc, c'est des budgets différents. Ouais, c'est clair. Et c'est quoi la part finalement de chiffre d'affaires sur l'année, parce que c'est quand même très concentré sur la période estivale. C'est vrai que ça serait dommage de ne pas en profiter dans notre région. On a des touristes, on a de la demande l'été. C'est quoi la part de chiffre d'affaires entre le B2C et le B2B? Du coup, on va dire tout ce qui est dormir sur un bateau et versus les locations et les events. Après, location event, tu vois, ça c'est B2B, mais tout ce qui est sortie en mer, c'est beaucoup B2C. Ah, ok. Là, j'ai Ouais. pas les parts à te donner, mais en tout cas, les sorties en mer, c'est une grosse part en chiffres, en volume, mais pas forcément en nombre de nuits de réservation, tu vois. C'est parce que c'est pas les mêmes montants.
C'est des En tout budgets cas, plus importants, ouais, c'est ouais, sûr. voilà. Mais en tout cas, ça représente quand même une grosse part chez nous. Ok. Mais c'est le Et temps de nous développer. oui, c'est sûr, ça vous En fait, c'est permet aussi un peu ça qu'on apprend, tu vois, même en cours, où on a vu ce filon, et du coup, ce filon nous permet de financer notre autre activité. Mais par contre, malheureusement, le fait de se mettre sur ça pendant quelques mois de l'année, ça nous ralentit sur le développement de BetBot. Mais c'est un choix. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, parce que le risque de se diversifier, finalement, c'est d'être focus, enfin, plus focus sur le projet principal et de le faire retarder. Vous, du coup, l'idée, c'est de conserver ces deux activités ou vraiment de vous en servir comme tremplin au début et d'abandonner au fur et à mesure? C'est plutôt cette histoire de tremplin, sans Ok. forcément l'abandonner, je pense. Mais oui, plutôt cette histoire de tremplin qui nous permet aujourd'hui de nous financer. En fait, aujourd'hui, ça nous permet de nous financer à petite échelle. Mais quand BetBot sera plus gros, ça sera plus cette activité locale autour de Cannes qui nous permettra de financer un BetBot gros à l'échelle nationale. C'est C'est plutôt quoi, un tremplin. en parlant d'ambition, c'est quoi votre ambition avec Bedboat? Nous, notre ambition, c'est de rapidement devenir vraiment l'acteur de la nuit hackée en France. Donc aujourd'hui, déjà, on s'en rapproche, mais on a encore peu d'offres. Donc pour l'année qui arrive, là, c'est un gros focus vraiment sur la France, d'avoir des offres un peu partout. Et après, pourquoi pas les grands ports européens. Mais déjà, voilà, se concentrer sur la France et sur des endroits intéressants. Pourquoi se concentrer sur la France et pas aller développer tout de suite des ports européens où il y aurait de la demande de clientèle française, par exemple? Parce qu'on est sur l'idée dont tu parlais un peu avant, de diversification, de partir dans tous les sens. Et si on peut reparler conseil aux startups, c'est aussi ça, tu vois. Des fois, savoir se focus. C'est vrai que nous, on a fait le charter, qui au début, on n'était même pas tous d'accord. Mais c'est un choix qui, selon nous, vaut le coup quand on voit les chiffres derrière. Et voilà, pas partir dans tous les sens. Par contre, en fait, on le fait passivement. On a des bateaux en Italie, en Espagne. C'est des gens qui sont venus sur le site, qui se sont inscrits. Ok. Sauf que on ne le fait pas activement à travailler pour parce que ça sera mal fait. Enfin, c'est compliqué de partir dans tous les sens, quoi. Ouais, parce que j'imagine que vous avez aussi, tu nous expliquais que tes partenaires vous font confiance. Comment vous développez cette relation avec ces partenaires? Est-ce que la personne qui est chargée du business development va les contacter régulièrement ou bon, bah, c'est juste finalement à l'inscription? Comment vous organisez ça? Bah, aujourd'hui, pareil, c'est aussi un des avantages des startups. Le fait qu'on soit encore petit, on en profite pour justement pouvoir avoir une relation humaine avec eux. Les appeler, c'est un peu une de nos forces. On n'est pas Airbnb qui vont juste envoyer un mail, mais on essaie de développer cette relation parce qu'en plus, il y a une passion commune qui est le bateau. Mais on essaie voilà, de développer au maximum cette relation. Et parce que c'est important pour nous d'avoir des bonnes relations avec eux. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi la conciergerie. Nous, Ok. par exemple, sur la Côte d'Azur, on propose aujourd'hui actuellement la conciergerie donc, aux propriétaires de ne pas avoir à s'occuper du check-in, check-out, ménage. Et notre ambition, ça va être de développer plusieurs autres zones en France où on pourra proposer ça. Ok, trop chouette. Donc il y a d'autres projets encore à développer. C'est bien, on voit le côté entrepreneurial. En termes, on va bientôt clôturer cette interview. En termes de business model, sur la partie B2C, comment fonctionnait? Est-ce que c'est un système à la commission? Est-ce que c'est un système à l'annonce? Comment ça fonctionne pour vous? C'est ça, basique, un système à la commission. Ok, Ce qui est peut-être aussi plus facile, tu vois, quand tu es un peu petit au début, tu vas avoir des propriétaires, tu peux pas leur proposer un système à l'annonce. Venez payer, vous savez même pas ce que je vaux. Dans tous les cas, c'est le modèle vers lequel on allait. Mais c'est plus intéressant, tu vois. Les BizDev ne peuvent pas faire payer directement une annonce alors qu'on n'est même pas sûr d'apporter des réservations. Alors qu'à la commission, tout le monde est content. ouais, c'est sûr. Ça permet de tester sans prendre de risques. C'est ça. Est-ce que tu as des choses à nous partager pour cette fin d'interview? Des conseils peut-être pour des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu en as déjà partagé certains. Est-ce qu'il y en a d'autres, des pépites que tu aimerais nous faire profiter? Non, bah, je pense que ouais, c'est un peu insister sur ce qu'on avait dit, quoi. Se lancer rapidement sans forcément tester pendant des mois et des mois juste sur le papier. Donc tester sur le physique, faire quelque chose qui nous plaît. Ça paraît bête, hein, mais il y a pas mal de gens qui vont partir dans des business où en fait ils n'ont rien à voir. Tu ne pourras pas forcément comprendre les gens. En fait, c'est aussi partir d'un problème, pas vouloir entreprendre pour entreprendre. C'est comme la démarche souvent de pas mal de gens. Bon, bah, je réfléchis à quelle startup je pourrais monter.
faut que ça parte quand même d'un problème, souvent, de quelque chose comme ça. D'où le Et puis, fait de tester et voir c'est si ça. ça match derrière. Et puis surtout, oser. Moi, une phrase que j'aime bien dire, et mes associés en rigolent, c'est le non, tu l'as déjà, va chercher le oui. Qu'en fait, des fois, tente, tente. Qu'est-ce que tu perds de plus qu'on te dise non? En fait, c'est ça, moi, qui me rend fou. Et des fois, tenter des trucs, et au mieux, tu as le oui, au pire, tu es au même niveau qu'avant d'avoir tenté. J'aime bien cette fois, je vais la retenir. Le non, tu l'as déjà, va chercher le oui. J'aime beaucoup cette punchline. Je me la note, je vais la partager autour de moi. Et puis un autre truc aussi, c'est ouais, rester toi-même. Tu vois, nous, on est jeunes, enfin, on se la joue jeune, cool, on se la joue ce qu'on est. On est en t-shirt, même quand on va dans des pitchs importants, des choses comme ça, on met pas le costume. Et tu vois, pour moi, c'est important aussi de rester vraiment qui tu es. Donc là, c'est les habits, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais de rester qui tu es, parce que sinon, ça va trop tomber dessus très rapidement. Oui, clairement. L'authenticité, je pense qu'on est à la bonne époque aussi pour ça. Mm. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Félix, de nous avoir partagé tout ça, d'avoir répondu par la positive à cette invitation. Et bah, je te dis à bientôt sur l'eau. Avec grand plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Hop.